Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je veux être honnête. Je ne sais pas si je vais être honnête parce que depuis un bon moment, j'ai l'impression de ne plus savoir exactement ce que je fais. Bon, ça va être long. Oui, je vais éviter d'aller dans tous les sens dans la vidéo. Mais je pense que je suis arrivée au moment où il faut quand même que je partage et que je dise ça sur la chaîne YouTube. Je crois que dans la recherche, je me suis toujours dit que je savais exactement ce que je voulais, je savais exactement où je veux être. Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir déménagé depuis la France pour aller vers le Canada m'a plongé dans un chaos total. Alors, je m'explique. Pourquoi ce chaos total? J'ai un peu l'impression d'avoir un pied quelque part et d'avoir un pied sur l'autre place. L'autre jour encore, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit que je trouvais une excuse pour aller quelque part. Et quand j'ai bien pensé à ce que la personne a dit, ça semblait être vrai. Et ça me terrifie. Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et ça m'amène à la question. Pendant presque l'année 2024 en entier, j'ai l'impression de n'avoir pas appris grand-chose en termes de recherche. Hum. Rien qu'à y penser, après on se dit, comment est-ce qu'on arrive à savoir qu'on a vraiment appris des choses? Qu'est-ce qui se passe qu'on arrive à le réaliser? Est-ce que si je compte le nombre d'articles que j'ai lus, est-ce que ça va me convaincre que j'ai appris des choses? Ou si je commence à me dire, ah mais j'ai appris une nouvelle théorie et que je peux l'appliquer assez facilement, à ce moment-là, je pourrais dire que j'ai appris des choses. Ou plutôt, est-ce que le fait d'être capable de résoudre des exercices ou de répondre aux questions, ça me permet de dire que j'avance. Mais tout ça, c'est un peu tout ce chaos dont j'explique. Pour mieux structurer cela, commençons par la première partie. Je pense que pendant ma thèse, j'avais mis des objectifs. Des objectifs. Des objectifs qui disaient exactement ce que je voulais et ce que j'avais envie d'atteindre à la fin de la thèse. Mais je crois que à la fin de ma thèse, je n'ai pas atteint ce que je voulais, c'est-à-dire le nombre d'articles que je voulais publier. Mais rien à y voir et à discuter avec d'autres personnes, ce n'était pas vraiment ce qui est le plus important. Parce que après tout, tu peux publier plein d'articles, mais l'essentiel, c'est pas forcément plein d'articles. C'est important le nombre, mais aussi super important la qualité. Et de ce que je pouvais voir et en termes de ce que je pouvais avoir comme retour, il n'y avait pas vraiment de souci sur le nombre que j'avais publié. Mais entre-temps, je crois qu'il y a des choses qui se sont passées durant ma thèse que j'ai toujours essayé de mettre le voile dessus. Je dirais ça comme ça. Vers la fin de ma thèse, je suis allée voir mon médecin en disant que je crois que je vais faire la dépression. Et elle m'a dit, on m'a fait faire des tests, plusieurs tests, et après elle m'a dit, non, je crois que c'est parce que tu es en train d'atteindre un but ultime de ta vie, et c'est ça qui te donne l'impression que tu as la dépression. Le but ultime, c'était parce que je voulais toujours avoir le doctorat, et le fait d'avoir eu le doctorat m'a donné l'impression que j'avais atteint l'objectif. Mais pourtant, vous savez, toujours en tête, je vais être prof d'université, pourtant je ne le suis pas encore. Alors, mais qu'est-ce qui s'est brisé entre-temps et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour moi, je pense, et de l'explication que j'ai eue, parce que après avoir discuté, évidemment, avec mon médecin, on n'a pas vraiment conclu sur le fait que je devais voir un psy, dont je ne l'ai pas encore vu jusqu'à présent, mais j'en ai un peu discuté avec d'autres psys, donc on n'a pas vraiment conclu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je décide dessus. Mais je crois que il y a les choses justement qui sont passées dans ma thèse, en commençant par ce que vous savez déjà, ce que j'arrive sur la deuxième partie, les chirurgies que j'ai subies. Lorsque j'écrivais, et même si je n'ai pas encore terminé le livre, lorsque j'ai commencé à écrire sur un peu l'histoire de mes problèmes de santé, j'avais vu qu'il y avait des choses que j'avais du mal à exprimer. J'avais du mal, pas seulement à exprimer dans le sens, mais le fait que lorsque je commençais à rédiger ça, ça me rappelait des souvenirs horribles. Mais pourtant, j'ai passé mes chirurgies dans des conditions mais vraiment super. Et bien qu'on ne peut pas dire qu'on est malade, de dire qu'on était super content d'être là où on était, mais je pourrais vous dire absolument
que j'étais super contente d'être dans les conditions où j'étais parce que j'étais encadrée par ma directrice de thèse, qui est vraiment ma mère de la France, comme je dirais, qui prenait soin de moi comme sa propre fille avec son mari pendant toutes ces chirurgies-là. Mais ma première chirurgie s'est plutôt très bien passée. Mais la seconde, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que cette peur-là reste encore présente jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Je reprends. J'avais déjà parlé de ça et donc je vais profiter pour mieux expliquer. Pendant ma seconde chirurgie, je suis restée pratiquement un mois sans être capable de marcher. Et pendant cette période, je crois que j'ai eu la peur de ma vie. La peur qui me disait où chaque jour, je dormais ou je me réveillais avec la sensation que je ne vais plus marcher un jour, que je ne serais plus capable de marcher. Après ça, on est arrivé à la phase de la peur. J'ai perdu la sensation de ma hanche, je ne pouvais plus sentir ma cuisse et pendant un moment, je me suis blessée tout le temps pour essayer de voir si je pouvais sentir la douleur. Je me grattais la cuisse jusqu'à ce que le sang coulait parce que je me disais, si je fais ça, peut-être que je vais sentir la douleur. Et c'était un moment horrible. C'était terrifiant, rien qu'à penser à ça. Mais figurez-vous que la phase où je ne sentais pas ma cuisse, j'arrivais déjà à me lever du lit. Contrairement aux 3 premières semaines après la sortie pour ma chirurgie, j'étais restée allongée. On me transportait, on me nourrissait, pardon, et on me faisait ma toilette. Mais vraiment, pendant cette période-là, la phase où ça devait être vraiment pire, c'était au moment où je ne bougeais pas, c'est quand j'ai commencé à bouger et que ma hanche, justement, je n'avais plus de sensation. C'est à ce moment que j'ai commencé tout simplement. Ah, je crois que j'ai eu un problème avec ma lumière. Je vais tout simplement l'allumer à nouveau. Bon, c'est pas très grave, parce qu'après tout, c'est triste la partie que je suis en train de raconter, donc je vais tout simplement rallumer et on va voir. Ok, donc voilà, je reviens avec la lumière. Donc, durant cette période-là et durant cette partie, ce moment où j'ai perdu la sensation de ma hanche, j'ai eu l'impression que tout s'effondre. Et pourtant, je marchais. Et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si psychologiquement, quelque chose s'était passé, qui avait vraiment genre faire un choc dans mon cerveau qui faisait comme genre, ce truc-là, c'est grave. Mais pourtant, si on y pense bien, ok, le fait que je touche ma cuisse et je ne sais pas si elle existe ou pas, ce n'est pas aussi grave que ça si j'arrivais à marcher parce que je suis restée pendant 2 années avec des béquilles et ça, je ne l'ai pas vraiment vécu mal et aussi mal que le fait de ne pas sentir ma cuisse. Alors, j'ai continué la rééducation et après, j'ai commencé à sentir ma cuisse. Alors, on peut dire jusqu'à la date aujourd'hui, tout ma cuisse entièrement, il y a quand même des mouvements dessus qui me donnent toujours la sensation de douleur. Et ces mouvements, ce n'est pas des mouvements de choc. Attention, c'est vraiment quand je touche comme ça que ça me fait mal. Et pourtant, je marche déjà aujourd'hui. Mais il y a quand même un point. La deuxième chirurgie qui s'appelle l'ostéotomie ou l'ostéotomie périacétabulaire, c'était dans le but d'éviter de me faire une prothèse totale de la hanche que j'avais déjà eue. Et j'ai la sensation que depuis cette chirurgie, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'arrive pas vraiment à recapter. Mais est-ce que je me focalise beaucoup trop sur ça ou je passe à autre chose? Mais bon, voilà, ça c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin de ma thèse. Et normalement, à la fin de ma thèse, le choix de venir au Canada et tout ça, c'était toujours par rapport à mon travail. Ce n'était jamais lié par rapport à ma santé et donc tout se passait bien. Maintenant, arrivons sur la troisième partie ou le troisième chapitre. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé un nouveau sujet un nouveau sujet de recherche. Et honnêtement, je crois que ça, c'était l'une des plus belles choses que j'ai pu commencer après ma thèse. C'est un sujet qui me passionne, mais vous allez voir que ça se mélange. C'est un sujet qui me passionne, mais c'est aussi quelque chose que ça m'a donné encore l'adrénaline pour l'apprentissage, parce que je crois que lorsqu'on a passé beaucoup trop de temps à travailler sur quelque chose,
On finit parfois par s'enlacer. C'est un peu ce qui s'est passé à un moment donné avec mon sujet, même si je suis revenue actuellement sur mon sujet des thèses et que je suis moins ennuyée par rapport à quand je terminais ma thèse. Mais durant mon début, déjà, mon début quand je suis arrivée ici, c'était bien parce que je voulais apprendre l'anglais, j'avais des objectifs, j'ai commencé à faire les cours et tout le reste. J'ai commencé à perdre goût petit à petit où je commençais mon travail ici dans de contenu. J'ai commencé à avoir cette impression que je ne savais plus vraiment pourquoi est-ce que je créais le contenu. Pourtant, c'était toujours clair. J'avais toujours l'objectif précis, je veux impacter, qui était l'idée derrière la base, mais surtout présenter mes approches d'enseignement. Durant 2023, qui était le début, j'ai appris énormément de choses. Je me concentrais dans la lecture des articles et tout. J'ai super avancé et j'ai commencé à rédiger mes premiers articles assez rapidement. Le pire a commencé à se mettre en place quand je rédigeais encore et encore des projets que je n'arrivais pas à finaliser. À la date d'aujourd'hui, je crois que ça fait 6 ou 7 articles que je n'ai pas du tout finalisés. J'ai travaillé, j'avance et après je les arrête. Et parfois, je n'arrive pas à expliquer pourquoi je les arrête. Même les articles qui sont presque à la fin, je ne les finalise pas. Et honnêtement, à un moment donné, ça a commencé à me tarauder au milieu de 2024. Est-ce que je suis vraiment encore passionnée pour la recherche? Et après, je me suis dit, et si je ne suis pas passionnée par la recherche, je suis passionnée par quoi? Mais en fait, non, je vois que même les vidéos, je n'ai plus du tout envie de faire. Pourtant, à chaque moment, c'est ça qui est très amusant. Parce que quand je me retrouve dans la salle des classes, ce semestre ou le semestre passé, qui est le fall, qu'on va dire comme ça, ici, j'ai enseigné le cours et je l'enseignais pendant 2h45. Et durant les 2h45, c'est toujours comme l'énergie que j'ai souvent à chaque moment. Cette énergie-là, où je transmets mon enseignement avec autant de joie, autant de passion, et ça me fait du bien. Et même quand je suis malade, quand j'arrive en classe, je sens que il y a une grosse différence quand je suis en train d'enseigner et quand je reviens à ma réalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ok, peut-être que je ne suis pas intéressée par la recherche parce que je fais exactement la même chose, parce que je me suis coupée de mon environnement, j'ai changé d'environnement. N'oubliez pas, en France, j'étais super active dans plein de choses avec des amis et aussi j'allais dans les établissements. Du coup, en 2023, j'ai commencé également dans le processus pour aller dans les établissements et vraiment, c'était une super chose. J'ai eu un financement de 35 000 dollars justement pour aller dans des établissements et parler de la vulgarisation. Ce que je trouve merveilleux dans tout ce processus et dans cette sensation d'être dans une boucle où je ne sais plus exactement ce que je fais, c'est qu'à chaque moment, quand je vais quelque part ou quand je me concentre sur ce que je fais, je trouve de plaisir à le faire. Mais une fois, quand j'arrête, c'est comme si tant que je ne m'arrête pas ou tant que je ne fais pas, je n'arrive pas à expliquer, je n'arrive pas à mettre des mots sur ça. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas forcément pour avoir les mots, parce que si j'avais les mots, j'allais résoudre tous mes problèmes jusqu'à maintenant. Mais, 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 donc, ce qui s'est passé avec le temps, ou ce qui a commencé à se poser, j'ai réalisé que si j'arrive à mettre des objectifs sur pas mal de choses, ça va m'aider. Donc, les objectifs, c'était les délais de tel. Parlons du livre. J'ai publié le livre en début de l'année 2024, mais le livre, j'avais déjà commencé depuis. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai subi mon article qui tourne en boucle depuis dans, dans des journaux et que pour ce début d'année qui a commencé, je me suis donné pour objectif de finaliser tous mes articles et de ne pas commencer d'autres articles, de vraiment me concentrer sur la finalisation de tous les articles que j'ai entamés jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et honnêtement, ça marche plutôt bien. Ça marche super bien et d'ailleurs, je suis très contente de voir ça. Maintenant, je me pose quand même la question parce que c'est un peu quand même le problème qui fait que je ne publie pas. Et ce problème, j'en ai parlé avec plusieurs personnes.
la sensation et le problème du perfectionnisme. Le problème d'écrire un article, de le compléter et d'avoir l'impression que l'article n'a rien de particulier. C'est compliqué de mettre les mots dessus. Je pourrais parler aussi longtemps que possible. Mais pour le dernier chapitre que je veux plutôt tout simplement parler de ce que j'ai aujourd'hui, c'est le fait que, oui, j'avais vu déjà un médecin qui m'avait dit que ce n'était peut-être pas nécessaire, mais vu la tendance et la tournure des choses, je me dis peut-être que c'est finalement plutôt très nécessaire, même si j'avais déjà vu et que on m'a quand même convaincu qu'il n'y avait rien. Je me demande, est-ce que toute la tendance, le changement d'endroit, le changement d'environnement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pousse à faire ça ou pousse à penser ça? Mais après, ça m'a fait penser à la notion de burn-out. J'y ai regardé, j'ai posé des questions et tout, mais me connaissant, je me dis toujours, vu ce que j'arrive à faire, je me pose la question si ça peut être ça. Mais je ne crois pas, parce qu'après aussi, ça, je suis allée voir le médecin pour ça, et c'est qui n'est pas du tout ça. Ce que je trouve plutôt intéressant dans ce mélange, ça m'a permis de poser des questions. Pas seulement sur le fait que quand je ressens quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, j'ai pris le temps d'aller poser des questions. Je n'ai pas toutes les réponses et je ne vais même pas avoir les réponses. Mais je pense que je mets beaucoup trop d'émotions dans plein de choses et ça, je crois que c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et aussi, je crois que quand les choses se passent dans la vie de quelqu'un, lorsqu'on pense qu'on est toujours capable de tout mesurer, de tout contrôler, je crois que c'était un peu le fait que quand les choses se passaient, comme des grandes chirurgies que je subissais, je les prenais comme tout ce que j'arrive à surmonter parce que techniquement, bah, je ne voyais pas vraiment comment ça m'affectait. Mais quand je regarde dans tout le trajet, j'ai vraiment aussi l'impression que même si physiquement, ça ne donnait jamais l'impression de m'affecter, ça m'affectait en fait. Et je n'en parlais pas. Quand je dis je n'en parlais pas, c'est parce que tout le monde vous trouve forte. Et en plus, je me souviens quand je suis arrivée à l'hôpital et que ma directrice de thèse m'avait dit une fois, si tu vas à l'hôpital et tu es toujours aussi souriante, en fait, on va jamais vraiment arriver peut-être à voir que ton état de santé se dégrade. Et c'est peut-être ça qui fait que le fait de ne pas s'asseoir et de vraiment peser le fait que même si tu te sens bien, il faut laisser tes émotions aller face à une situation. Mais la façon avec laquelle j'ai passé tout ce premier mois de janvier, c'est vraiment quelque chose qui montre que je vais très vite sortir mes articles et ça me fait du bien parce que même les délais que je me suis fixés, je les respecte. Et ça, c'est beaucoup trop bien. Bon, j'ai beaucoup trop de choses à dire et je crois que c'est la première fois que je décide de faire ce genre de vidéo sur YouTube. Ça reste une vidéo super plat, mais je trouvais intéressant de partager et je trouvais intéressant de dire pourquoi je ne fais plus les vidéos depuis un bon moment et pourquoi la chaîne YouTube elle est presque comme non vivante. Parce que je crois aussi que lorsqu'on fait les vidéos sans vie, ça se remarque. Donc, bon, je ne vais pas tout partager avec vous. Je vous dis à très bientôt.